Ministre Alain Dogou, 1% sur au moins 50% des régions du pays, ça fait un peu complexe, non, cette histoire de parrainage? Je vous remercie, mais ce n'est pas complexe. Il faut regarder le code électoral qui institue le parrainage. Et nous avons en Côte d'Ivoire près de 33 régions et 2 districts. Donc il faut avoir 1% dans la moitié des régions et districts. Ça nous fait 17 régions. 17 régions. Donc 1% à Abidjan, 1% par exemple dans l'Agné-Bitiassa, 1% dans l'Indénié, c'est cela? Oui, c'est cela. Et le candidat à la candidature doit choisir dans les 33 régions et districts de Côte d'Ivoire la région où il peut collecter 1% de la population électorale. Par exemple, à Abidjan, district d'Abidjan, qui a près d'1 800 000 électeurs, on vous demandera 18 000 parrains, 18 000 signatures. Mais vous pouvez les prendre à Yopougon seulement. Et si vous le prenez à Yopougon, vos 18 000 parrains, automatiquement, ça couvre tout le district d'Abidjan. Oui. Donc, on n'a pas besoin de prendre les parrains dans tous les quartiers, dans toutes les communes d'Abidjan. Et à l'intérieur du pays, dans le Bélier, il y a 4 départements. Vous pouvez avoir 4 départements dans le Bélier, ça fait 123 000 électeurs, par exemple, dans le Bélier. Il vous faudra 1213 électeurs. Vous pouvez les prendre dans le seul département de Toumoudi, ou les prendre à Sikens, ou les prendre à Tibissou. Voilà. Mais un candidat qui n'a pas une représentativité dans l'ensemble des régions ne peut pas prendre tous ses parrains à Abidjan. Non, 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 non. Si vous prenez tous vos parrains à Abidjan, vous ne remplissez que la condition de 1% dans une seule région ou un seul district. Donc, oui, il y a 16 districts, 16 régions restantes où vous n'avez pas de parrain, donc votre candidature sera certainement invalidée par le Conseil constitutionnel. Alafé Ouakili. Donc, on pensait que 1%, ça aurait été peut-être possible d'avoir peut-être beaucoup à Abidjan et puis se débrouiller avec un peu dans les autres régions. Ce n'est pas possible. Non, 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 ce n'est pas possible. Quand vous regardez bien le code électoral, il dit bien 1% des électeurs dans la moitié, dans 50% des régions et districts. Donc, nous avons donné depuis 3 semaines à tous les candidats à la candidature et aux partis politiques justement les populations électorales de chacune des régions de Côte d'Ivoire et le nombre de parrains qu'il faut avoir au minimum dans chacune des régions. Et donc, depuis lors, nous leur avons donné les fiches de parrainage et beaucoup de candidats à la candidature sont passés à la CEI pour prendre l'ensemble des documents qu'il faut pour aller chercher les signatures. Mais pourquoi, monsieur le ministre, on constate des protestations encore, malgré le fait que c'est en application et on nous dit que c'était un accord de tous de faire cette réforme? Il y a des mouvements qui protestent, il devait y avoir une manifestation devant votre siège ces jours-ci. Oui, mais vous savez bien que les membres de la commission électorale indépendante ont prêté serment de respecter la Constitution et le Code électoral. Et c'est le Code électoral qui organise les élections. Vous voyez bien les dispositions du Code électoral. Et donc, dès lors que le parrainage a été institué dans le Code électoral d'avril 2020, nous, à la Commission électorale indépendante, l'article 54, le dernier alinéa du Code électoral, dit que la CEI, l'organe chargé des élections, doit proposer les modalités de collecte des signatures. Donc, depuis le 16 juillet, nous avons donné aux candidats à la candidature et à tous les partis politiques qui sont venus à la rencontre les éléments pour collecter les parrains, les signatures dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Les contestations ne peuvent pas se faire à la CEI. Et quand vous voulez acheter quand vous avez du pain qu'on vous livre tous les matins et que vous ne voulez sans sucre ou vous voulez sans sel, vous allez à la boulangerie pour passer la commande, mais pas celui qui livre le pain. Donc nous, à la CEI, nous ne faisons pas le code électoral, nous ne faisons que l'appliquer. Monsieur le ministre, revenons à la révision de la liste électorale. César Eto'o, vous voulez réagir sur cette question de parrainage avant? En fait, allez-y. Bon, l'un des points de contestation, c'est qu'on demande que le parrain soit électeur. Or, la liste électorale, à ce que je sache, ne peut pas être bouclée avant mi-août. Alors, comment vérifier que celui qui donne son parrainage est électeur alors que la liste électorale n'est pas bouclée? Merci. Vous posez une très bonne question. Le code électoral indique par ailleurs que la liste électorale, elle est permanente et elle est publique. Donc, ce n'est pas parce que
il y a un processus de révision est en cours, que la liste électorale n'est pas permanente. Au moment où nous enregistrons les candidatures, la liste électorale qui est là, c'est la liste électorale qui est là depuis 2018. Et c'est cette liste électorale qui est permanente, qui nous permet de lancer les candidatures, la recherche des signatures. Maintenant, à partir du 29 juillet, nous allons remettre à tous les candidats à la candidature et à tous les partis politiques la liste électorale provisoire de 2020. Et là encore, ils iront pour aller capter les signatures à partir de la nouvelle liste électorale provisoire. Mais quand vous regardez bien le décret qui indique les modalités de collecte des signatures, vous verrez qu'il y a un processus. La liste électorale définitive est arrêtée, comme vous avez indiqué, vers mi-août. Mais dans le contrôle des parrains, si on se rend compte que quelqu'un vous a donné son parrainage parce qu'il existait sur la liste électorale provisoire et qu'il n'est plus sur la liste électorale définitive, mais effectivement, c'est pour ça qu'on demande aux candidats d'avoir plus qu'1% pour que tout, et la loi prévoit 2 jours pour que vous puissiez remplacer un parrain. Supposez qu'un candidat n'obtient que 1%. Oui. Et puis, dans les 1%, quelques parrains ne sont plus électeurs sur la liste définitive. Qu'est-ce qu'on fait? Dans même le 1%, il peut se trouver que quelqu'un a donné son parrainage à 3 personnes. Qu'est-ce qu'on fait? Et dès lors que... Ça, c'est le cas de fraude. Non, c'est pas le cas de fraude. C'est-à-dire qu'il a donné son parrainage à 2 personnes. À 2 candidats. À 2 candidats, voilà. Oh, ça, c'est interdit. Ça, c'est interdit. Okay. Maintenant, l'autre qui est sur la liste électorale provisoire, c'est ça, et qui n'est plus la liste électorale définitive, eh bien, on vous dit, la loi dit au moins, c'est-à-dire que vous devez avoir 1% au moins. Mais vous pouvez aller à 2%, à 4%, à 5%. Mais si dans l'examen, quelqu'un ne remplit pas les conditions pour vous accorder sa signature, mais c'est justement pour cela qu'il revient au Conseil constitutionnel de contrôler les parrainages. Et au moment du contrôle des parrainages, les représentants des candidats sont présents pour qu'au fil de l'eau, ils puissent remplacer les candidats, les parrains défaillants. Très bien, revenons à la révision de la liste électorale qui s'est achevée le 5 juillet dernier. Est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire le point du nombre de nouveaux majeurs qui ont été inscrits sur la liste électorale? Merci. Effectivement, la liste électorale est en cours de production provisoire. Nous avons arrêté le 5 juillet la collecte des données dans les centres d'enrôlement. Et aujourd'hui, nous avons presque achevé le traitement. Ce qu'on peut dire relativement à votre question, nous avons enregistré près d'1 700 000 personnes dans nos guichets, parmi lesquels 1 100 000 nouveaux majeurs qui se sont présentés dans les guichets pour la première fois. Et près de 587 000 anciens qui sont venus renouveler leur mention. Mais je vous ai dit que la liste est en cours de traitement. Ça veut dire qu'on peut trouver de nouveaux majeurs qui disent qu'ils viennent pour la première fois, mais dans les traitements, on les retrouve et on a commencé à les retrouver comme anciens, c'est-à-dire avec les données personnelles et avec les données biométriques, on a pu identifier des anciens électeurs qui se sont fait enrôler comme nouveaux majeurs. Donc quand on sortira ces personnes-là, nous aurons le 29 juillet une liste électorale provisoire bien traitée avec un nombre précis de nouveaux électeurs qui viendront grossir le chiffre de 6 600 000 qu'on avait. Mais déjà, c'est important, 1 100 000 nouveaux qui se sont présentés dans les guichets. Très bien. Monsieur le ministre, relativement à la question que César Eto'o a posée et aux modifications susceptibles, notamment, vous avez dit, il y a des anciens qui se sont fait enrôler comme nouveaux. Est-ce qu'il est possible de prendre en compte la bonne foi des candidats ou éventuellement ne pas faire en sorte qu'ils paient les difficultés techniques liées aux 2 listes qui auraient été proposées par la CI? Il n'y a pas de difficultés techniques liées à 2 listes. Il y a une liste électorale qui est provisoire, qui va sortir le 1er août, que nous allons afficher dans tous les lieux où les personnes se sont fait enrôler. Et les gens auront 5 jours pour venir regarder les listes et du 5 au 10, ils vont venir faire leur réclamation. Et nous, Commission électorale indépendante, il y a une innovation que le code électoral nous pousse à respecter, c'est l'instauration du parrainage.
Alors, nous disons, comme la liste électorale, elle est permanente, nous allons donner à tous les candidats à la candidature la possibilité d'aller collecter au moins les signatures sur 45 jours. Donc, nous leur avons donné la liste électorale qui est permanente, qui est présente au moment où nous ouvrons les candidatures, c'est la liste électorale de 2018. Tous ceux qui sont dessus sont forcément électeurs. Est-ce que vous comprenez? Donc, on commence à chercher les parrains. Et puis, 2 semaines après, donc le 29 juillet, nous leur donnons la liste électorale provisoire. Sur la provisoire, les nouveaux, c'est ce dont j'ai parlé, c'est le 1 million sans nouveaux majeurs. Et parmi ces nouveaux-là, vous pouvez aussi collecter des parrains. Après, nous faisons ce qu'on appelle la liste électronique du parrainage. Nous cherchons parmi tous ceux qui sont sur la liste électorale et qui ont accordé leur parrainage, est-ce que ces parrains-là remplissent bel et bien les conditions? Parce que vous ne pouvez pas être M. Tiemoko, maire de Tiasalé. Vous ne pouvez pas accorder un parrainage à quelqu'un pour Odiéné. Vous ne pouvez accorder le parrainage que pour Tiasalé. Donc nous cherchons, est-ce que tous ceux qui ont accordé le parrainage remplissent les conditions de résidence dans leur région, ou la région pour laquelle ils accordent le parrainage. Et c'est tous ces traitements que nous faisons et que nous remettons avec l'ensemble des dossiers au Conseil constitutionnel. Monsieur le ministre, nous comprenons cette procédure. Très bien. Mais on pose des questions pour que demain, il n'y ait pas de problème. C'est-à-dire, entre la publication de la liste électorale provisoire et la liste électorale définitive, le candidat a fini de recueillir ses parrains. OK? Oui. La liste électorale définitive sort, on a exclu de cette liste ses parrains parce que, pour une raison ou pour une autre, ce n'étaient pas de bons électeurs. Qu'est-ce qu'il fait? Non. La liste électorale définitive, elle ne sort pas après l'examen des parrainages. Au moment où nous arrêtons la liste électorale définitive, nous sommes à la fin de la gestion du contentieux. Et on vous dit, le candidat doit avoir au moins 1%. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se limiter au chiffre minimum. Vous devez tenir compte du fait que, in fine, des personnes ne rempliront pas les conditions. C'est pour ça qu'il faut avoir plus de parrains. Ce que vous êtes en train de dire, monsieur le ministre, c'est que chaque candidat ait une sorte de marge de sécurité. Absolument. Dans tous les pays où le système se pratique, il y a une marge de sécurité que les candidats se donnent justement pour qu'ils ne soient pas invalidés pour défaut de conditions qui ne soient pas remplies par celui qui accorde la signature. Assalé ? Monsieur le ministre, je voudrais poser une question. Je crois que c'est un peu l'esprit des questions de mon collègue César et tout. Est-ce que la liste électorale est crédible? Parce que je pense que l'opposition demande un audit de la liste électorale. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous mettez dans l'audit? Non, c'est l'opposition qui demande un audit. Oui, mais quand on demande... Donc on pose la question de savoir, est-ce que la liste elle est crédible? Est-ce que ceux qui sont enrôlés remplissent les conditions? Est-ce qu'il n'y a pas eu des personnes qui ne remplissent pas les conditions, qui seraient sur la liste? Est-ce qu'on ne doit pas auditer la liste comme l'opposition la demande? Je vous ai posé la question, quels sont les thèmes de référence de l'audit? Parce que la liste électorale que nous avons depuis 2010, c'est une liste électorale qui a été basée sur le fait d'être présent sur la liste électorale de 2000. Et à l'époque, on indiquait que dès lors qu'on vous retrouve sur la liste électorale de 2000, c'est que vous avez déjà eu la qualité d'électeur. Donc, vous êtes éligible à la liste électorale et vous êtes éligible à la carte nationale d'identité. Quand nous ouvrons nos guichets pour faire la révision de la liste électorale, nous demandons quoi? Les pièces qui sont produites par les organes en Côte d'Ivoire, et ce sont ces pièces-là avec lesquelles on se présente à l'enrôlement. Donc, quand on vient auditer qu'est-ce qu'on cherche sur la liste électorale? Que des personnes qui ne rempliraient pas les conditions y figurent. Mais nous ne captons que les personnes qui viennent avec les pièces qui sont produites par les institutions et les administrations ivoiriennes régulières. Quand M. Tiemoko vient dans le guichet avec sa carte d'identité, nous le prenons. M. Etou vient avec sa pièce d'identité, nous le prenons. Quel élément nous avons, nous, dans nos guichets, pour dire que M. Tiemoko ne remplit pas les conditions? Le contentieux qui arrive. Et c'est pour ça
que je vous disais que nous allons afficher la liste électorale provisoire. La loi prévoit justement que tout citoyen, tout requérant, quelqu'un qui est sur la liste électorale peut contester l'inscription d'un électeur sur la liste électorale. Et la loi prévoit dans quelles conditions vous pouvez contester cette inscription. Et nous allons ouvrir le contentieux d'inscription sur la liste électorale très bientôt, le 5 août, où tous ceux qui contestent une inscription sur la liste électorale peuvent venir contester. Et c'est même un élément de l'audit. C'est-à-dire... L'opération du contentieux sur la liste électorale va durer combien de temps? L'opération va commencer le 5 août et s'achève par la publication du résultat du contentieux le 17 août. Et comment ça va se passer cette opération dans les faits? D'abord, à partir du 1er, nous allons afficher les listes électorales dans tous les lieux. Nous demandons à tous ceux qui se sont fait enrôler ou ceux qui étaient déjà sur la liste depuis 2010 d'aller regarder s'ils sont bien sur la liste. Ils vont regarder où? Sur Internet? Ils vont regarder d'abord là où ils se sont fait enrôler, et physiquement. La liste est là affichée dans tous les centres d'enrôlement. Et puis ils vont regarder, comme vous indiquez, sur la liste électorale, sur le site internet de la CEI. Ils vont cliquer et puis ils pourront, à partir de leur nom et prénom et leur date de naissance, ils pourront regarder s'ils sont inscrits. Et si leur nom est bien inscrit et s'ils sont inscrits dans la localité pour laquelle ils veulent voter. Et si leur nom est mal inscrit, s'il y a des problèmes sur leur nom, c'est-à-dire si le nom est mal identifié, sur la date de naissance, ils doivent venir au siège de chacune des commissions électorales. Nous avons près de 600 commissions électorales locales qui ont leur siège. Et pendant 2 semaines, ils doivent venir avec les éléments avec d'abord le récépissé pour montrer qu'on s'est fait enrôler. Et ensuite, ils doivent venir, s'ils ne se sont pas fait enrôler, s'ils sont anciens électeurs, ils viennent avec leur carte d'identité. Et puis nous procédons à la correction des mentions. Et après, nous traitons et nous publions les résultats. Mais si vous contestez que M. Tiemoko n'est pas ivoirien, nous, CEI, on n'est pas compétents pour dire que M. Tiemoko n'est pas ivoirien. On dit, on ne statue pas, on vous donne un document pour que vous allez voir le juge qui, lui, relativement au code de nationalité, en matière électorale, a 10 jours pour rendre la décision. Et nous prenons en compte cette décision-là. Docteur Sylvain Nguessan. Oui, bon, je sais que M. le ministre va dire que la question ne relève pas de ses compétences, mais est-ce que finalement on n'est pas en train de faire de la question présidentielle une affaire des riches? C'est-à-dire parrainage. Une affaire de riches? Oui. Est-ce que les candidats doivent avoir des grands moyens parce que 50 millions de caution. 50 millions de caution, le parrainage qui est financé à leurs propres frais, alors que le monsieur, si je m'en tiens à la liste de 2010, je n'ai pas trop travaillé sur le 2018, Abidjan c'était 30%. 30% de quoi? De l'électorat, 30% de la population électorale de la Côte d'Ivoire. Abidjan représentait 30, voilà. Et Democro c'était environ 1,58. La diaspora c'est 0,58. Le monsieur peut ne pas avoir tous ses électeurs à Abidjan et puis avoir un score honorable. 30% par exemple, bon, allons dans le monde des hypothèses, 15% à Abidjan et les faiseurs de droit au second tour. Est-ce que ce parrainage, ce n'est pas le PDCI, le FPI, le RHDP qui, ayant déjà géré l'exécutif, sont en train de créer le Big Free de la Côte d'Ivoire de sorte à exclure tous les autres pour que le président soit finalement une affaire de tontine entre le RHDP, le PDCI et le FPI? Ce n'est pas une question que vous posez, puisque vous émettez votre opinion. Voilà, parce que nous, à la Commission électorale indépendante, nous n'avons pas d'opinion. Nous avons prêté serment pour exécuter les dispositions pertinentes du Code électoral. Et la loi nous dit qu'il y a le parrainage. L'article 25 indique que le parrainage comme une des nouvelles pièces constitutives du dossier de candidature. Et la CEI doit proposer les conditions de collecte des signatures. Et nous avons demandé à tous les partis politiques de désigner leurs coordonnateurs nationaux qui doivent venir prendre des documents pour aller collecter les candidatures dans chaque région, dans chaque sous-préfecture, dans chaque département. Ce dont vous parlez ne relève pas de notre compétence. Et je vous ai parlé de boulanger. Il avait dit à l'entame de son commentaire. Je vous avais dit que le il faut aller à la boulangerie. Oui, mais monsieur le ministre, vous avez parlé tout à l'heure des commissions locales. Vous êtes sur le plateau, on ne peut pas ne pas évoquer la question de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui demande, qui a rendu un arrêt. Et vous avez parlé des commissions locales devant lesquelles les recours doivent être faits. Comment ça va se faire par rapport à l'arrêt, à la décision rendue? Est-ce qu'à 3 mois de la présidentielle précisément, on a le temps de reformer la commission locale? D'abord, premièrement, est-ce que vous êtes informé de l'arrêt Laissez monsieur Alain qui est la base. Est-ce que la CEI
informé de l'arrêt de la Cour? Merci beaucoup pour ces 3 questions groupées. D'abord, M. César Etou, la Côte d'Ivoire est un État organisé. La CEI est une institution de l'État. La CEI, relativement à sa posture d'institution d'un État, n'a pas une opinion personnelle à émettre sur une convention internationale. C'est l'exécutif, le président de la République et le gouvernement qui, relativement à la Constitution ivoirienne, ont la charge d'exécuter les conventions internationales. Et donc, la CEI ne peut qu'attendre. L'initiative doit être prise par l'exécutif et la CEI, dans ce domaine-là, va s'exécuter. Mais tant que ceux qui ont la charge d'exécuter les conventions internationales ne l'ont pas exécuté, ce n'est pas un démembrement de l'État qui va s'auto-saisir. Mais relativement à la question qui a été posée par M. Alafé, nous, à la Commission électorale indépendante, depuis le 4 mars 2020, nous avons été notifiés par une ordonnance du président de la République qui modifie la composition de la commission centrale et des commissions locales, où l'opposition, qui avait 3 membres à l'époque, a 4 membres. À la fois la commission centrale, où nous passons à 16 membres avec un nouveau membre pour l'opposition, et dans chacune des 580 commissions locales, l'opposition a un 4e membre. Et nous avons indiqué que le jour où le 4e parti politique de l'opposition va désigner ses 580 représentants dans chacune de ces commissions, nous allons systématiquement organiser de nouvelles élections des membres des bureaux de ces 580 commissions locales. C'est systématique, parce que les commissions locales ne sont pas permanentes. Elles sont activées à l'occasion d'une activité. Donc, le bureau est mis en place, mais dès lors qu'il y a un nouveau membre et il y a une nouvelle activité, la loi dit, le président de la CEI, avant l'activité, prend une décision de nomination. Donc, on attend que le 4e parti politique de l'opposition désigne ses 580 représentants et nous allons organiser les élections dans les 580 commissions locales. Il y aura certainement de nouveaux candidats, de nouveaux présidents, de nouveaux vice-présidents, de nouveaux secrétaires. Mais dans l'attente, la loi qui est là, que nous appliquons, c'est celle qui nous a permis d'organiser l'enrôlement avec les bureaux actuels. Merci infiniment, M. Alain Dogou, vice-président de la Commission électorale indépendante, d'être venu répondre à nos questions. Merci à vous, chers confrères, pour ces questions posées au ministre. Nous allons vous permettre de vous retirer.